Merci d'être là. Merci pour... vraiment, je pense que le dernier thème de la journée, en ce qui me concerne, puisque après il y aura encore les joutes et débats qui auront lieu cet après-midi, en fin de journée à 18h, on va parler du circuit court. On a évoqué entre chacun des intervenants depuis ce matin le commerce de proximité, l'artisanat. On a parlé également de la création d'entreprises avec des tout jeunes entrepreneurs qui sont venus exprimer pourquoi ils ont décidé en fait donc de créer leur entreprise, avec des on va dire moins jeunes entrepreneurs qui sont venus expliquer les problématiques qu'ils peuvent rencontrer et alerter justement les jeunes entrepreneurs sur les problématiques de l'entrepreneuriat. L'entreprise du futur, et on vient de le voir ici, donc avec l'émergence du e-sport. Et là, maintenant, on revient sur le circuit court. Le circuit court, vous allez nous en parler aujourd'hui, qui a son importance à la fois dans l'économie, puis à la fois dans le développement, on va dire, économique des villes. Alors, on a la chance d'accueillir Julie, donc, qui nous rejoint. C'est Julie Lechar, c'est ça, hein? Voilà, qui prendra le micro donc, pour nous expliquer qui elle est et son entreprise. Anne Suppiot, donc de la MAP, qui va également nous expliquer qui elle est. Jérémy Dahan, qui est là aussi. Jean-Jacques Bolzan, voilà, Jean-Jacques Bolzan, qu'on ne présente quasiment plus, mais enfin quand même, qui est élu donc, adjoint au maire de Toulouse. Et qui a créé, il va nous en parler, donc un service tout spécial sur le circuit court, et Pierre Géraud, voilà, et tout le monde est là, voilà, on a tout le monde, très bien. Je vais vous laisser prendre les micros, on va commencer peut-être par vous, mesdames, voilà, si vous voulez bien vous présenter, voilà, et dire qui vous êtes. Alors, on est présent sur YouTube également, hein, donc voilà, on aura bien entendu du public qui verront donc par la vidéo, qui pourront le regarder aussi en deuxième temps. Voilà, les choses sont bien faites à la CPME 31. Ils réfléchissent aussi aux nouvelles technologies. Par qui on commence? Julie, non, allez-y. Anne, à vous. Allez. Donc, Anne Suppiot, donc, je suis bénévole active aux AMAP de Colomiers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire AMAP pour ceux et celles qui ne le sauraient pas? Ça veut dire Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc, l'objectif, c'est de lier un groupe de mangeurs, alors ça c'est dans le jargon AMAP, ou de consommateurs, à un producteur au travers d'un contrat qui les engage mutuellement. Bon, on en reparlera peut-être. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Julie, du coup, à vous de nous expliquer qui vous êtes. Alors, moi, je suis Julie Lechat, je suis la gérante de Mon Panier de Campagne. C'est une boutique en ligne toulousaine qui existe depuis 12 ans et qui a été fondée avec le même état d'esprit que les AMAP, c'est-à-dire soutenir l'agriculture paysanne, mais en voulant donner plus de flexibilité aux consommateurs et en lui laissant donc le choix de ce qu'il consomme et au rythme auquel il le consomme. Mais c'est vrai qu'avec les AMAP, qui étaient vraiment historiquement les fondateurs du circuit court, on va dire, on partage vraiment les mêmes valeurs sur le choix des producteurs. Je crois que tous les 5, vous allez partager les mêmes valeurs et c'est très bien, on a beaucoup de messages à passer. À côté de vous, c'est... voilà. Donc, Jérémy, si vous voulez bien vous présenter. Donc, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle MyFoodCourt, qui appartient à une nouvelle génération de solutions de restauration d'entreprise, qu'on appelle restauration collective, qui construit un service de restauration donc pour les salariés des entreprises, qui va faire intervenir tous les restaurants locaux, enfin pas tous, mais une bonne partie des restaurants locaux autour de l'entreprise, de façon à ce que tous les jours, on ait le choix entre 2 à 4 restaurants à manger directement dans les locaux de l'entreprise. Et nouvelle génération, parce que les générations de cantines et restaurants inter-entreprises qu'on a pu connaître dans le passé souffrent beaucoup d'abord de la crise du Covid, mais aussi de l'arrivée du télétravail, et ont dégradé leurs services au fur et à mesure du temps. Là, nous, on s'appuie sur la technologie pour arriver à mettre directement dans les locaux de l'entreprise, en fait, des vecteurs, des frigos connectés qui vont venir proposer la nourriture aux salariés. Voilà. Très bien.
On va donner la parole à Jean-Jacques Bolzan qui va se présenter. Donc Jean-Jacques Bolzan, je suis adjoint au maire de Toulouse en charge du bien manger. Le bien manger, ça comporte quoi sur la ville de Toulouse? C'est une nouvelle délégation où on a regroupé les marchés de plein vent et les halles couvertes. C'est la cuisine centrale de Toulouse, 35 000 repas jour. Et c'est la régie de Candy, pour ceux qui connaissent, le domaine de Candy qui est situé au sud de Toulouse, où on cultive 250 hectares, plus 8 hectares de vignes aujourd'hui qu'on va monter à 12 hectares. Voilà. Avec une nouvelle stratégie pour ouvrir ce domaine à tous les acteurs de l'alimentation et de l'agriculture, que ce soit associatifs, institutionnels, entreprises, collectifs d'habitants ou autres. Mais on y parlera uniquement d'agriculture ou d'alimentation. Tous les acteurs seront les bienvenus puisqu'on rénove la maison de maître. On va faire un restaurant et guinguette qu'à base de produits locaux. Donc avec un nouveau concept pour ne pas faire la XM guinguette de Toulouse, Dieu sait s'il y en a. Voilà. Et ensuite, la ferme fortifiée, bien sûr, qu'on va rénover. Et l'idée aussi, c'est de faire vendager les Toulousains dans le temps. On change les bouteilles, les étiquettes du vin. On va faire le nouveau lancement du vin en 2023. Enfin, bon, voilà. On va y revenir. Et puis, la métropole s'est élue. On a créé cette nouvelle délégation alimentation-agriculture, comme dans beaucoup de villes et de métropoles, quand on regarde, spécifiquement pour travailler sur le plan alimentaire territorial qui avait été mis en place. Et le but, c'est de travailler sur plusieurs items, notamment sur la restauration collective, sur les filières, avec la chambre d'agriculture notamment, sur sensibiliser, éduquer aussi les Toulousains et les métropolitains, parce que ce n'est pas le tout de vouloir consommer des produits locaux, mais encore faut-il que le consommateur soit au rendez-vous le moment venu, et c'est de fédérer les acteurs multiples et variés sur le territoire. Voilà. On va donner la parole à Pierre qui se présente également et puis on va lancer, même si Jean-Jacques a déjà bien avancé dans le débat. Présentez-vous, dites-nous qui vous êtes. Alors Pierre Géroliria et je suis un des cofondateurs du Drive Tout Nu. Le Drive Tout Nu, c'est un supermarché en drive, zéro déchet, c'est-à-dire que tous nos produits sont conditionnés dans des emballages réutilisables, soit des bocaux en verre, soit des sacs en toile, et responsable, c'est-à-dire qu'on favorise le local. Au moins 60% des produits qu'on vend au Drive Tout Nu sont issus d'un périmètre de moins de 100 km autour du point de vente. Et au-delà d'être locaux, ils sont en circuit court, et c'est le thème de la soirée. Et ils sont aussi bien faits, c'est-à-dire qu'ils sont très bons, et puis ils sont soit bio, soit assimilés bio, c'est-à-dire qu'on a une équipe d'ingénieurs agricoles qui peut se déplacer et vérifier que la manière dont les produits sont faits, élevés, transformés, correspond finalement plus ou moins à du bio. Alors première question, quelle est l'importance du circuit court d'après vous? On garde peut-être le même chemin de Anne, peut-être? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Ouais, donc déjà le circuit court, j'aimerais peut-être le définir. C'est un lien en fait direct entre des consommateurs et un producteur ou éventuellement avec un seul intermédiaire. Donc ça, même je ne le savais pas. Pour moi, ça c'était vraiment en direct. Donc pour moi, l'avantage, en tout cas quand on est en AMAP, c'est l'objectif numéro 1, c'est de soutenir nos producteurs. Bon, les producteurs locaux, bien sûr, c'est derrière soutenir. Quand je parlais tout à l'heure d'engagement, là, ça veut dire que en fait, le consommateur, le mangeur, lui, il s'engage à venir chercher ses produits qu'il a au préalable commandé. Il donne aussi son règlement en avance. Ça veut dire que le producteur, lui, il va avoir une certaine visibilité. Donc, le consommateur, quand il vient chercher ses produits donc sur un lieu de distribution, donc lui, bon, bien sûr, il est là pour s'alimenter, mais le producteur, lui, c'est son salaire qu'il vient chercher. Donc ça veut dire qu'on va le soutenir financièrement. Derrière, il y a une famille, on soutient son exploitation, on soutient aussi le lien qu'on met en place avec lui et aussi la solidarité. Là, pendant le Covid, on a vraiment clairement, moi, c'est vrai que j'en étais énormément touchée. On a senti cet élan de solidarité. Bon, je vous raconte une petite histoire sur moi, le producteur. Je m'occupe d'un producteur de volailles, Laurent, et il livre aussi en marché. Quand les marchés ont fermé, il a fait valoir, il a activé les réseaux des AMAP, parce que bon, il n'en a pas qu'une ici à Colomiers, et il a pu en fait livrer toute sa marchandise. Et je trouve que ça n'a pas de prix. Quand on crée ce lien, on peut être déjà se rendre compte des problématiques que les producteurs peuvent avoir déjà au quotidien. Mais voilà, quand là, il y a une problématique qui arrive,
eh bien, il y a vraiment ce réseau d'entraide qui se met en place. Donc pour moi, ça c'est vraiment l'objectif premier d'être en AMAP, c'est le soutien du producteur. Après, il y a vraiment un côté social, puisque, vous savez, depuis 40 ans, on a une réduction des exploitants agricoles, de divisé par 4. Donc ça permet aussi de maintenir, je veux dire, notre agriculture locale. Et je crois qu'on en a de plus en plus besoin. On parle beaucoup de résilience alimentaire, peut-être qu'on sera même d'en parler après. Je crois que notre résilience est améliorée à chaque fois qu'une production locale trouve preneur, trouve sa clientèle. Donc je crois qu'avec les problématiques, à mon sens, qui vont arriver de plus en plus avec le dérèglement climatique, peut-être les perturbations, on a absolument besoin aujourd'hui de soutenir ces filières, alors en circuit court, mais aussi les filières locales. Je crois que c'est vraiment important. Après, il y a comme un volet aussi pour le consommateur. Il prend soin, parce que il soutient aussi l'agriculture biologique. Donc derrière, ça veut dire qu'il va avoir des produits aussi donc cueillis à maturité, des produits frais, donc en tout cas pour les fruits et les légumes. Et donc du coup, nutritivement, il est démontré que c'est meilleur aussi pour sa santé. Donc ça, je crois qu'il y a un côté aussi à prendre en compte. Un côté qualité qui est important de souligner. Pour le consommateur, ça c'est très important. Et aussi la saisonnalité. C'est vrai qu'on en entend peut-être de plus en plus parler. Je pense que les gens veulent consommer de plus en plus de saison. Et je crois que c'est vraiment important de réapprendre à consommer de saison. Déjà, une tomate en hiver, c'est sûr qu'elle n'aura pas le même goût. Mais par contre, moi, je trouve que quand on arrive là, dans cette période-là, on sait que les tomates vont arriver, on sait que les fraises sont là. Et là, moi, je trouve que il y a un tel plaisir à imaginer qu'on va retrouver ça dans son assiette parce qu'on ne l'a pas senti depuis des mois et des mois. Et je trouve que ça, c'est réapprendre aussi à manger, réapprendre le goût des aliments, et que si on n'a pas tout le temps, en somme toute, c'est peut-être normal. C'est le lien à la nature, c'est le lien à la terre. Je veux dire qu'on réapprend aussi au travers des AMAP, quoi. Donc, je crois que c'est important de choisir ce qu'on met dans son assiette, quoi. Il y a vraiment un enjeu sociétal à choisir ce qu'on met dans son assiette. On a un vrai impact en tant que consommateur, à faire ces choix-là. Et là, moi, j'encourage vraiment chacun d'entre nous à se poser des questions. D'où vient notre nourriture ? Bon, déjà, manger de saison, ça c'est sûr, mais voilà, d'où ça vient, et pour redonner du sens à ce qu'on met dans notre assiette. Julie, votre avis sur le circuit court, justement, quelle est pour vous la définition peut rester la même, même si je pense vraiment que le circuit court, c'est quand même du producteur au consommateur. Oui. Je pense que pour ça, on est tous assez d'accord. La définition, c'est effectivement soit en direct, soit avec un seul intermédiaire. Donc, nous, on se reconnaît exactement dans ce qu'a dit Anne, sauf qu'on est un intermédiaire, clairement. Moi, je le dis souvent, attention, je ne suis pas productrice. On est obligé de faire un peu la différence, mais c'est important pour le consommateur de comprendre qu'il y a des commerçants qui peuvent aussi avoir ces mêmes valeurs-là et apporter un service supplémentaire. Et, moi, je dis toujours, le mieux, l'ultra, si on veut vraiment être militant, c'est d'aller en AMAP. C'est une évidence que c'est vraiment pour moi, le système qui est le plus en soutien du producteur. Et puis, si on a envie d'aller à leur rencontre et de parler et de comprendre leur quotidien, en tant que consommateur, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, voilà, moi j'ai racheté cette entreprise qui s'était fondée sur l'idée de proposer les mêmes produits avec les mêmes valeurs, mais avec la souplesse et la livraison en centre-ville, la livraison à domicile, enfin voilà, un autre modèle. Mais donc on est commerçants, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a 90% de circuits courts quand même, on maintient ça. Pour les mêmes raisons. On sait que derrière on négocie pas les prix des producteurs, donc on leur permet de se maintenir. On sait qu'on a une meilleure fraîcheur sur les produits. On a par exemple, nous, on a beaucoup de viande, de produits laitiers et de poissons, et on les a en DLC assez longue, donc date limite de consommation. Puisque, en fait, nous, on couple le circuit court et la précommande, c'est-à-dire qu'on n'a pas de stock. On commande à nos producteurs ce qui a déjà été vendu aux clients. Donc, quand ça arrive chez nous, ensuite, 2 jours plus tard, au maximum, c'est chez le client. Et sur les viandes, par exemple, en moyenne, on a 12 jours de date limite de consommation.
Avoir une fraîcheur comme ça permet d'éviter beaucoup le gaspillage alimentaire. Et les produits tels que les fruits et légumes n'ont pas vu des étals de magasins et des changements de température. Ils sont passés du champ à chez nous, puis ensuite chez le client. Donc ça reste du circuit très court. Et je pense que voilà, elle l'a dit, hein, les deux clés, c'est vraiment la fraîcheur, la qualité et le soutien de l'agriculture locale qui... les chiffres disent que d'ici à 10 ans, il y a 50% des agriculteurs qui partent à la retraite. Donc si on ne consomme pas aujourd'hui local, ils ne seront pas remplacés. Personne ne voudra faire ce métier. Donc ça, il faut quand même en prendre vraiment conscience. Voilà. Jérémy, vous, du coup, c'est une autre approche du circuit court. Là, on parle de producteurs. Vous, c'est une autre approche du circuit court, plutôt dans le service, du coup. Oui, c'est vrai que, bon, déjà, tout ce qui vient d'être dit, je souscris complètement. Pour nous, ce qui était important, c'était de casser l'intermédiation entre le producteur de la nourriture et le salarié de l'entreprise qui va le consommer, et de créer une relation en fait entre le restaurateur et le salarié. Donc les restaurateurs vendent sous leur marque chez MyFoodCourt. Ils interviennent en entreprise de manière régulière, de façon à rencontrer les salariés. Et aujourd'hui, on est au démarrage de cette aventure, mais on a pour ambition d'être capable de communiquer sur le quotidien d'un restaurateur, quelle heure il se lève, qu'est-ce qu'il fait, chez qui il va se fournir, etc. Et donc, pour ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit, parce que tout a été dit à mon sens, mais c'est peut-être le caractère d'empathie qui me paraît important pour comprendre qui sont ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui les anime, comment ils travaillent. Et du coup, c'est aussi un travail finalement d'éducation. Enfin, nous, cette empathie nous permet de comprendre ce qui se passe et la provenance des choses. Donc je trouve que c'est très sain. Et ça permet de mieux rémunérer, que ces gens-là vivent mieux de leur travail, mieux de leur savoir-faire, parce qu'ils travaillent énormément, et que je pense que voilà, c'est bien aussi. Ça permet, nous on a pu intermédier, c'est vrai que la technologie a permis ces modèles d'exister, et donc elle a permis à ce modèle économique qui est le nôtre d'exister, tout en permettant aux restaurateurs de gagner très bien leur vie. Et donc voilà, donc moi le circuit court, je le vois comme ça. Dans ce sens. Jean-Jacques, le circuit court, du coup, pour un élu, c'est de faire aussi intervenir la restauration des écoles, d'essayer aussi d'apporter un peu plus, comment dire, de produits faits. L'idée, pour faire court, c'est qu'en métropole, on mange plus de produits locaux, voire bio, voilà, et un circuit court. Alors voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est facile à dire tout ça, mais je crois qu'on est tous d'accord, mais c'est après la mise en œuvre qui est beaucoup plus compliquée, même malgré la bonne volonté des uns et des autres. Donc c'est vrai que c'est bien déjà qu'il y ait multiples acteurs, et nous, à mon sens, j'ai voulu créer cette délégation, et Jean-Luc Moudin, bien sûr, on était d'accord, c'est pour être fédérateur, puisqu'on n'a pas une compétence première, les villes ou les métropoles, sur cette thématique-là. Pour autant, c'est pour ça que je parlais de la région, parce que la région compétence, c'est qu'on travaille très bien avec, parce qu'il faut être complémentaire aussi. Eux, ils ont les aides, ils peuvent amener des aides économiques que nous, on ne peut pas. Par contre, pour autant, avec le plan alimentaire territorial, l'idée, c'est de dire comment on peut travailler encore mieux avec les producteurs et le monde rural. Parce que déjà, l'idée aussi, c'est de ne pas opposer métropole-ruralité et de tout faire en métropole, ce qui serait de toute façon une utopie, même si on a des milliers de mètres carrés agricoles. Et c'est un sujet, dans le cadre du nouveau PLUIH, j'ai demandé à la Chambre d'agriculture d'avoir parcelle par parcelle ce qui est agricole, pour faire une réunion en septembre avec ma collègue de l'aménagement, ma collègue de l'économique, pour dire, bon ben voilà, moi je veux bloquer, par le biais de ZAP, par exemple, les zones agricoles protégées, tant d'hectares. Pour autant, il va falloir qu'il y ait certains hectares qui aillent pour l'aménagement, puisqu'on accueille beaucoup de monde. Pour l'économie, mais il y a une réflexion en parallèle pour réutiliser, de faire des études sur les ZAC, qu'on appelle, ou sur les zones d'aménagement concerté, pour réutiliser le foncier qui avait été mis à l'époque. À l'époque, vous le voyez, il y avait une entreprise, on faisait un grand parking, donc tout ça, on va reconstruire dessus. Et l'idée, c'est de bloquer des zones agricoles, déjà figées. Ensuite, c'est de travailler. Là, j'arrive de Blajan, là, je suis allé voir l'espace test maraîchage, justement. C'est de travailler avec les territoires ruraux, donc avec le Lot, avec le Gers, on a des contrats de réciprocité avec le Comminges. C'est comment les élus dans ces territoires peuvent fédérer les producteurs pour venir sur la métropole. Moi, mon rôle, l'autre jour, c'était une réunion avec les syndicats de restaurateurs ou autres. C'est comment on peut travailler avec les restaurateurs pour les fédérer, pour qu'ils commandent davantage de produits locaux. Alors, soit en direct,
soit par le biais d'acteurs qui peuvent être sur le territoire et qui peuvent être facilitateurs. Donc tout ça, c'est dans le cadre du PAM où on en discutera, parce que chacun peut apporter la pierre à l'édifice. C'est ensuite travailler sur la logistique urbaine et notamment du dernier kilomètre. Donc là, on a multiples acteurs sur Toulouse, Vélo Cargo ou autres, qui se sont créés et qui peuvent être intéressés, impliqués dans cette démarche. C'est pour ça que je dis qu'il faut travailler avec tout le monde. Personne, il n'y a pas qu'un seul modèle unique et nous, on est là pour fédérer, pour que tous les acteurs, et notamment qui se sont montés pendant la crise Covid, où tout le monde est là, tout le monde cherchait son commerçant de proximité, enfin, qui était, voilà, le marché, les marchés sont fermés, bon, il a fallu se battre pour les ouvrir, on a été la seule ville à avoir autant de marchés ouverts et à avoir trouvé une alternative. C'est que pour les producteurs, par rapport à ce que vous disiez, ce que j'ai trouvé quand il a fallu faire les marchés, le producteur qui le souhaitait, je lui donnais une autorisation d'occupation de domaine public temporaire, ce qui permet que ça a permis de shunter la réglementation des marchés, en quelque sorte, et permettre à des collectifs d'habitants ou autres de pouvoir voir les producteurs qui venaient là. Donc il faut aussi imaginer d'autres modes législatifs, ce qui n'est pas simple non plus. Ensuite, il faut sensibiliser et éduquer. On est à 2 ans du mandat, là on a fait 2 ans, donc je dis au service, il faut voir pour l'an prochain, 2023, mener une grosse action de sensibilisation et éducation. Parce que tout le monde vous dit, on connaît tous dans les entourages, on veut manger local, on veut manger bio. Ça, c'est quand vous vous levez le matin. Mais le soir, dans l'acte d'achat, on voit bien que ça continue et c'est revenu à acheter autre chose que du bio ou du local. Sinon, ça monterait, ça grimperait et ça ne grimpe pas pour l'instant. Non, c'est comment communiquer. Comment nous, métropole, dans la communication, on a eu une réunion dernièrement, il faut qu'on active, voir comment on peut accompagner ces nouveaux acteurs qui connaissent plus ou moins une baisse ou stagnent, mais comment les accompagner, comment les aider, comment être facilitateurs. Et puis surtout, c'est de toucher le citoyen. C'est, in fine, c'est le consommateur qui va choisir son mode de... Et là, c'est pas gagné. Parce que tout le monde l'a dans la tête, mais c'est pas... dans l'idée. Et puis c'est la création de marchés de producteurs aussi. On a créé 10 marchés de producteurs le mandat précédent. Là, on a créé 5 marchés. Je vais lever le pied un peu, parce que c'est pas le tout d'en créer beaucoup. Il faut conforter les existants, parce que là aussi, c'est pas facile pour avoir les producteurs qui viennent conforter les marchés. Parce qu'il faut venir, voilà, sur Toulouse. Voilà. Par contre, on a de la place, donc je vais écrire au président des départements et au président de la Chambre d'agriculture, puisque eux, ils connaissent, ils ont les listings, dire voilà les marchés sur Toulouse où on peut encore accueillir du monde. Ce qui va permettre à eux de communiquer, puisque nous, on n'a pas de liste, aux producteurs pour dire venez sur Toulouse. Et on change aussi la règle, c'est-à-dire que je fais faire des arrêtés temporaires sur 1 mois ou 2 en fonction de ce que demandera le producteur. Producteur de cerises, il n'a pas besoin d'avoir un arrêté annuel. Si on veut rester dans la saisonnalité, si on veut rester... Donc, j'ai fait changer le modèle administratif pour faire un arrêté ponctuel en fonction de la demande du producteur. Et qui mieux que les chambres consulaires savent que telle personne est productrice. Parce que nous, il faut demander les papiers, enfin, on peut se faire un peu avoir des fois. Ça a été fait. Donc voilà, donc c'est comment nous, à travers notre politique, il faut travailler et se reposer sur les acteurs qui déjà existants. Ce n'est pas la peine de réinventer le monde si chacun réinvente le monde de chez soi. Mais je pense que chacun a sa place, avec des modèles différents certes, mais il faut qu'on accompagne, je ne sais pas qui c'est qui le disait, si l'agriculteur il sait qu'il y aura une demande, une contractualisation, soit avec un restaurant, soit avec la restauration collective, eh bien, je pense qu'on pourra maintenir d'abord des acteurs sur le territoire. Des jeunes pourront se lancer parce qu'ils sauront qu'il y a... Moi, mon rêve, ça serait que, par exemple, en zone de montagne, on risque de ne pas être trop d'accord, mais en zone de montagne, dans les petits villages où la forêt gagne, il n'y a plus de pâturage, on mette des éleveurs d'ovins, par exemple, mais pour que ces jeunes se lancent, ce qui ferait une vie économique, une vie sociale en zone de montagne, dans les petits villages, il faut que nous, la métropole, les acteurs métropolitains, restaurateurs, restauration collective ou autres, s'engagent à acheter le produit de celui qui va s'installer, parce que sinon, c'est très compliqué. Et puis là, on travaille, par exemple, sur la restauration collective cuisine centrale. On travaille sur l'appel d'offres de 2023 pour que le Comminges, les producteurs d'ovins du Comminges puissent répondre pour l'agneau des Pyrénées. Mais c'est un combat, c'est facile à dire, mais l'appel d'offres public, il faut que ça rentre avec une labellisation, enfin, c'est pas simple. Donc ce matin, ce que j'ai proposé à la Chambre régionale, c'est que l'APCA, l'Assemblée nationale des chambres d'agriculture, moi en tant que président des marchés de gros de France, France urbaine, qui regroupe toutes les métropoles, on pousse auprès du ministère, notamment à Bercy, pour qu'on puisse mettre dans les appels d'offres un label, je sais pas, produit fermier, enfin, quelque chose qui puisse faire que tous les producteurs, bien sûr à condition que la qualité soit au rendez-vous, puissent répondre. Aujourd'hui, c'est que les SICO, c'est que Bleu Blanc Cœur, enfin, il faut vraiment rentrer dans une démarche de labellisation. Et ça me bloque pas mal, qui ne peuvent pas répondre.
simplifier aussi la réponse. J'ai d'autres questions, Jean-Jacques. Je voudrais juste qu'on laisse la parole à Pierre concernant du coup, voilà, quel est votre avis vous du coup sur le circuit court, voilà. Mon avis, c'est que c'est super le circuit court. Après, ça a été très bien résumé par chacun des intervenants, donc peut-être que je peux faire la synthèse globale de tout ça. Le circuit court, c'est bien pour les producteurs parce qu'en fait, ça permet de maintenir une agriculture paysanne, de les rémunérer au juste prix pour que tout le monde vive décemment de son métier, donc c'est-à-dire le paysan, les intermédiaires, donc il y en a quelques-uns ici, et que les consommateurs trouvent des produits délicieux au même prix qu'ailleurs, voire moins cher. En fait, ça c'est une idée reçue qu'on peut avoir sur le circuit court, c'est que c'est plus cher. En fait, à qualité équivalente, on est 10 à 40% moins cher qu'une grande surface qui aura eu des intermédiaires, qui seraient allés chercher un produit ultra quali, qui du coup aurait dû être particulièrement soigné parce que lorsqu'il y a des intermédiaires, il y a du transport intermédiaire, du stockage intermédiaire, on en parlait, des changements de température constants, et donc ça va tabasser le produit. Et enfin, le circuit court, c'est aussi mieux pour les consommateurs puisque ça a été dit, et c'est une synthèse, mais ça permet d'avoir des produits qui sont cueillis à maturité et donc plus riches nutritionnellement, plus riches aussi en termes de saveur, en termes de goût et en termes de plaisir. Et le plaisir, c'est bon pour la santé. Donc je ne peux qu'encourager tout le monde à consommer en circuit court. Alors Pierre, vous avez répondu quasiment à une de mes questions. Alors la première question que je vais vous poser, je posais les deux comme ça, vous pouvez répondre aux deux si vous avez la réponse. Dans les questions, c'est un échange que j'avais déjà eu avec Jean-Jacques Bolzan. La première question, c'est circuit court, ok, mais quelle est la problématique, c'est l'approvisionnement. Comment on peut s'approvisionner en circuit court et qui est un peu lié, la question qui se lie aussi, c'est comment on peut savoir à côté de chez nous qui, en fait, réellement est producteur du produit dont on a besoin. On parle de restaurateur, par exemple. Est-ce que le restaurateur, à 10 km de chez lui, il peut trouver la nécessité pour pouvoir produire sa carte au restaurant avec des producteurs locaux? La deuxième question, c'est est-ce que ça a un coût, en fait? Est-ce que c'est plus cher que ce qu'on peut trouver en grande surface ou pour les restaurateurs, pour prendre cette référence, chez des gros faiseurs, des gros grossistes de produits locaux? Alors, quand je parle de produits locaux, je ne parle pas forcément que de fruits et légumes. Ça peut être la viande, ça peut être la charcuterie, ça peut être plein d'autres choses, le lait, le fromage, etc. Voilà, donc les deux questions, alors voilà, c'est livraison et comment on peut faire pour trouver rapidement à côté de chez nous. Et la deuxième question, est-ce que c'est plus cher? Qui est-ce qui se lance? Je peux me lancer, ouais. Alors sur la première question, trouver à côté de chez soi, par exemple, si je suis restaurateur et que je veux faire une carte avec uniquement des produits locaux, oui, il y a des solutions. En particulier ici à Toulouse, où on est quand même au milieu d'un territoire qui est ultra divers et ultra riche en termes d'agriculture. Peut-être qu'ils ne sont pas assez mis en avant et qu'on ne les connaît pas, mais bon, généralement, on sait où s'approvisionner quand on veut ouvrir un restaurant avec à la carte des circuits courts. On n'est pas obligé de forcément faire toujours la démarche d'acheter soi-même le produit auprès des agriculteurs. On peut passer par quelques intermédiaires. Il y a des associations super aux mines qui existent. Donc oui, ça, on peut trouver. Et au niveau du prix, en fait, ce qui est important de garder en tête lorsqu'on compare des prix, c'est de se dire qu'un concombre, on ne peut pas forcément le comparer à un autre concombre. En fait, il faut garder en tête que la qualité, c'est très important. Un concombre qui a goût d'eau, ça ne va pas être pareil qu'un concombre qui est succulent, etc. Et donc, comparer à qualité équivalente, c'est super important. Je pense qu'ici, je vais parler pour moi, mais j'imagine que c'est un peu pareil pour tout le monde, on met en avant une super qualité de produit, forcément, parce qu'en fait, c'est ça qui va faire qu'on est différenciant. Et donc, si on compare la qualité de produit qu'on a, nous, à la même qualité de produit qu'on trouvera, si on la trouve dans les grandes surfaces, en fait, on va être moins cher. Tout simplement parce que c'est logique, on évite les intermédiaires, donc c'est des maths. Mais voilà, il y a quand même un effort, je pense, de la part de tous les acteurs du circuit court de travailler les prix. Parce qu'en fait, les clients vont pas se dire je me sacrifie, enfin entre guillemets quoi, je paye 3 € plus cher mon concombre pour le bien-être de la société. Malheureusement, on le constate en ce moment, personne n'a envie de payer 3 € un concombre plus cher que chez Carrefour, pour ne pas citer de marque. Et donc voilà, il y a un énorme effort à faire sur les prix, et c'est nous qui devons peut-être tasser un peu la marge, mais c'est aussi les producteurs qui doivent être aussi raisonnables. Parce que
Julie qui ne négocie pas les prix, je ne sais pas comment tu fais, mais nous, on est obligé de négocier les prix parce que sinon, il y en a qui exagèrent. C'est un peu le syndrome, j'appelle ça le syndrome Le Bon Coin. Parfois, on va trouver un appartement en direct du propriétaire sur Le Bon Coin qui va être 10 fois plus cher que les appartements en agence. Parce qu'en fait, le propriétaire croit qu'il a la 5e merveille du monde ou la 7e merveille du monde, et ce n'est pas le cas. Et parfois, il y a des producteurs agricoles qui pensent avoir la 5e merveille du monde. C'est peut-être vrai, mais en tout cas, les clients ne sont pas prêts à le payer. Donc, il faut parfois ramener les gens sur terre et leur dire, là, tu vas un petit peu trop loin. Et donc, si on veut que ça se vende, il faut tout simplement que tu nous fasses tel prix. Et puis, en fait, c'est une discussion qui fait qu'au final, on arrive à un compromis pour que tout le monde s'y retrouve. Et tout le monde, ça veut dire le producteur, l'intermédiaire et le client. La négociation, c'est mettre l'humain aussi dans la relation. On en parlait ce matin avec Gérard Garcia. La relation avec le commerçant et le producteur, c'est important. D'autres réponses par rapport à ces questions-là? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Pierre a dit. Après, c'est vrai que du coup, je vais rebondir plutôt sur l'aspect logistique. C'est vrai que donc, moi, l'entreprise, elle est implantée dans le mine de Toulouse. Et très peu de gens, souvent dans le grand public, savent ce que c'est qu'un mine. Jean-Jacques, lui, connaît très bien parce que c'est son métier, mais du coup, je vais essayer de le définir sans faire de bêtises. Donc, en fait, le mine, c'est le ventre de Toulouse, c'est au nord des Minimes, et ça a été implanté dans les années 60 pour centraliser la logistique, justement, de la nourriture toulousaine et nourrir les villes. Donc, c'est des marchés de gros, il en existe dans pas mal de villes, et nous, on est le 2e de France, après Rungis. Donc, c'est une grosse fierté, et en plus, on a un mine très dynamique. Et donc, pourquoi moi, normalement, dans les mines, c'est que des acteurs qui font du B2B, donc qui travaillent avec des professionnels, donc qui vont travailler par exemple avec des restaurateurs. Moi, mon entreprise, elle s'adresse qu'aux particuliers, elle y est, mais pour une raison très simple, c'est qu'à Toulouse, on a un carreau des producteurs, qui est en fait une grande halle où chaque producteur peut louer pour une somme assez minime à l'année, un petit lot, et il peut vendre sa production. Et ce carreau des producteurs, pour moi, c'est vraiment une emblème du circuit court sur Toulouse, qui est facilitante. Parce que le problème du circuit court, c'était votre question, c'est qu'effectivement, des fois, on a des prix un peu trop élevés de la part des producteurs, mais on a surtout un surcoût parce qu'on a très peu de volume. Les producteurs à qui on achète ne sont pas intensifs, ils ont des petites exploitations, ils viennent avec des petits volumes, et donc rapporté au kilo, le coût du transport est effarant. Quand il y a eu la hausse subite de l'essence, il y a un producteur de fraises qui a arrêté de venir parce qu'il s'est rendu compte que ce n'était plus rentable pour lui de venir. Les volumes sont vraiment petits. Donc il faut savoir que voilà, ce mode de consommation ou d'achat pour nous, il faut l'optimiser en permanence pour que ça reste quelque chose d'écologique et qu'on ne marche pas sur la tête. Ça complique beaucoup notre approvisionnement. On comprend quand on s'y met vraiment l'importance aussi d'un autre acteur de l'alimentation qui est le grossiste, pour lesquels j'ai beaucoup de respect parce que du coup maintenant je les côtoie au sein du mine. Le grossiste, lui, cherche à faire du volume et donc à réduire tous ses coûts. Et donc, bon voilà, être multi-acteur, comme disait Jean-Jacques, dans l'alimentation, c'est important d'avoir plein d'acteurs. Il ne faut pas tabasser l'un en disant il y a un modèle unique qui est génial, les autres ils sont tous pourris. Voilà, et il faut coexister et pouvoir offrir plusieurs choses différentes aux consommateurs. Pour rebondir, si je peux rebondir, tant que, comme on a parlé des mines, effectivement, les mines, on a une image de grossiste. Voilà. C'est le déstockage des agriculteurs. C'était ce que c'était un peu à l'époque. Or, aujourd'hui, qui aurait pensé depuis quelques années, tous les mines, il y a un carreau producteur qui se développe. Il y a des acteurs qui viennent, on n'aurait jamais imaginé sur une mine il y a 10 ans de ça, qu'on ait des acteurs comme mon panier de campagne, par exemple, ou toutes les pépites qu'on a aujourd'hui. C'est quand même fabuleux, toutes les pépites qu'on a aux mines, pour ceux qui connaissent. De nouveaux acteurs qui viennent travailler sur le sujet de l'alimentation, alors qu'avant, on n'avait que des grossistes qui faisaient du gros. Et les grossistes, pour autant, pour rebondir, un grossiste, il ne faut pas les vincer non plus. Les grossistes, moi, je les ai reçus. Je leur ai expliqué la démarche. C'est là où le politique aussi peut, pas contraindre, parce qu'il faut que tout le monde marche ensemble et que tout le monde aille dans le même sens, mais en ayant la même volonté. Mais on peut leur expliquer au lieu d'aller acheter dans des pays, c'est d'abord sourcer au niveau local. En se renseignant, en faisant leur sourcing, ce que fait Pomona, ce que fait Garonne Fruits, ce que fait Soulage Favarel. Je l'ai mis en relation avec des producteurs que j'ai rencontrés
qui faisaient, alors bien sûr, certains se groupent ou autres pour amener la quantité et la qualité, pour après, eux, pouvoir répondre à des marchés, restauration collective, ou même répondre au commerce toulousain, parce qu'il faut alimenter quand même, on a 870 000 personnes à faire manger quand même. Donc, il faut tous les circuits. Et donc, les grossistes aussi, certains continuent comme avant, bon, mais là, il n'y a pas grand-chose à faire, de toute façon, le temps fera que... Mais il y en a certains qui sont dans une démarche que l'on veut impulser, initiée par... Et je pense que d'avoir des jeunes opérateurs comme ça sur le mine, ça leur fait prendre conscience aussi, parce que c'est un microsystème, c'est vrai que c'est un écosystème qui est intéressant, parce que les uns et les autres se rencontrent, échangent. Ça leur a fait prendre conscience à certains grossistes aussi de sourcer beaucoup plus local, au lieu d'aller acheter en Espagne, Italie ou je ne sais où. La viande, c'est un problème. 80% de la viande qu'on mange sur Toulouse, ça vient d'Italie, c'est hors France. Là aussi, avec la Chambre d'agriculture, on travaille avec les filières, Interbev et tout, mais il faut recréer des filières. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le problème, si tout le monde livrait ses produits en viande d'aujourd'hui, il n'y aurait plus de bovins ou d'ovins en 48 heures sur la Haute-Garonne. Donc ça se structure, ça s'anticipe, ça se travaille. Voilà. Donc on est tous, je crois, dans cette démarche. Il faut que tous les acteurs aillent vers cette transition, mais on ne peut pas dire au 1er janvier 2023, tout le monde passe comme ça. Parce qu'il y a quand même, au niveau amont, il faut le travailler. Au niveau logistique, il faut travailler la logistique. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on travaille sur la ramasse, c'est-à-dire faire un peu comme le lait. Le producteur, il produit. La logistique, c'est un acteur grossiste ou autre acteur. Il peut y avoir d'autres acteurs. Il y a Griflu qui se monte, qui essaie de faire ça. C'est de faire les tournées, d'arriver le soir sur le mine, de mettre ça dans des chambres froides ou autres, pour que le matin... ou inversé, il faut le travailler. L'idée, c'est que le matin, le restaurateur, le commerçant de proximité ou le commerçant qui fait son marché de plein vent puisse avoir le produit à 24 heures du producteur. Et le producteur n'a pas le va-et-vient à faire vers Toulouse, quoi. Enfin, je veux dire, il faut changer. Alors on me dit des fois, oui, mais c'est compliqué. Non, mais compliqué, tout va être compliqué puisqu'il faut changer. Donc tout va être compliqué. Tout le monde doit changer ses curseurs. Mais c'est comme, alors une fois que c'est dit, c'est après comment on le met en musique. Mais c'est ça, c'est que tout le monde autour de la table, et vous l'avez très bien dit, c'est que il faut écarter personne parce que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Et il n'y a pas qu'un système qui va marcher au détriment des autres. Les agriculteurs, c'est pareil. Certains auront de grandes exploitations, d'autres de plus petites. Il faut qu'ils aient des modèles économiques viables. Il faut que le producteur soit rémunéré à son juste prix. Et c'est ce que j'ai donné comme consigne à la directrice de la cuisine centrale, Sandra Estrade, même si c'est 35 000 repas jour. J'ai dit, attention, je ne veux pas que vous saigniez les producteurs, parce que je ne veux pas me retrouver, moi, politique, en disant, écoutez, M. Volzan, vous dites partout qu'il faut rémunérer le producteur au juste prix, et vous, dans l'achat public, vous saignez tous les producteurs. Donc, j'ai dit, moi, je veux absolument, c'est pour ça que j'ai mis la Chambre d'agriculture dans le coup, les professionnels, pour regarder, travailler, et encore qu'elle est... je la salue, parce qu'elle fait un travail formidable à ce niveau-là, et c'est pas simple. Voilà, j'ai reçu Elior aussi, pour leur dire, écoutez, il faut aller dans ce sens-là. J'ai reçu Carrefour, avec la Chambre d'agriculture aussi, il faut que je travaille avec les acteurs professionnels pour qu'ils mettent davantage de producteurs locaux, non pas juste avec une affiche, moi, mais plus globalement, sans passer par la centrale d'achat et tout, parce qu'eux aussi, il faut qu'ils changent. Et dans les métropoles, on peut les contraindre plus ou moins parce qu'il y a des autorisations, il y a des implantations en centre-ville ou autre, on peut travailler dessus, on peut ne pas être conciliant. Donc voilà, mais c'est tout le monde et c'est un travail de tous les jours qui est très intéressant, passionnant, mais qui demande du temps aussi quand même. Surtout qu'il y a une grosse demande de plus en plus. On est toujours en recherche de qualité. On le disait avec les commerçants ce matin, les artisans. Le consommateur aujourd'hui est en recherche de qualité. Jérémy, je pense que vous pouvez le constater sur tous les restaurants que vous amenez dans les entreprises. Oui, et des injonctions aussi contradictoires, parce que le jeu de contraintes devient de plus en plus dur. Il faut que ça reste de qualité, mais il faut que ça reste accessible. Et ce que disait Jean-Jacques à l'instant, c'est qu'en fait, il y a une adaptation que ces acteurs doivent faire. Et quand on est sur beaucoup des petites structures, là va poser un problème très pragmatique d'exécution quotidienne. Et donc, moi, je ne suis pas du milieu de la restauration de départ, en fait. Et mon intuition, quand j'arrive dans cette industrie-là, dans ce secteur-là, c'est que je pense qu'on est dans un moment donné où il est très important d'être très focalisé, focus, comme on dit là où je travaillais, sur son métier et son cœur de métier, parce que son cœur de métier devient de plus en plus difficile. Donc, il faut que son action soit très spécifique,
Mais sa culture générale, sa veille très large. Et donc, il faut trouver les producteurs qui sont à côté, etc. Donc, je pense que le focus est vraiment fondamental et que chaque acteur garde son cœur de métier et soit excellent dedans, parce qu'on nous demande de l'excellence. Et le jeu de contraintes, qu'il soit climatique, environnemental, sociétal, est de plus en plus difficile. Et donc, ça nous demande de mobiliser des ressources de plus en plus grandes, intellectuelles, je parle, mais aussi d'énergie. Donc je pense que là-dessus, il y a un sujet de resserrer pour les petites structures leur métier à peut-être une seule ou deux activités maximum, mais dans lesquelles ils doivent exceller et être toujours en avance, puisque le monde change vite. Et donc ça, c'est l'adaptabilité. Et le deuxième, sur la négociation des prix, on est dans la construction d'un modèle qui n'existe pas. Et donc, sur ce modèle économique, ce qu'on essaye de faire, c'est d'agir en toute transparence avec nos restaurateurs, parce qu'on a des invendus, parfois, en fin de semaine notamment. Et la question, c'est comment on traite les invendus. Un distributeur ne peut pas prendre tous les invendus pour lui, parce que c'est économiquement pas viable. Donc, il faut que le restaurateur soit transparent sur ses coûts matières. Il nous les communique pour que ces coûts matières soient intégrés dans notre modèle. Et nous, on doit être transparent sur nos marges et sur notre façon de faire pour que lui aussi, on arrive à trouver un juste équilibre. Donc peut-être aussi la clé maintenant, c'est aussi issu peut-être d'un biais culturel de mes précédents métiers, mais c'est d'instaurer cette transparence entre les deux, parce que maintenant, trouver des modèles économiques qui fonctionnent avec tout le jeu de contraintes qu'on a, en étant vertueux au point de vue de l'environnement, ça commence à devenir très très challenging. Donc soit on accepte tous de gagner justement ce qu'on a avec la juste rémunération, soit on reste dans un système un peu prédateur, dans lequel chacun va rogner ses points de marge parce qu'il y voit une brèche et une ouverture et il asphyxie l'autre à côté. On est dans un jeu à somme nulle et le gâteau commence à diminuer. Donc il faut être intelligent, je pense. Et je pense que plus ça va aller, plus il faut être intelligent comme ça. Et chacun son métier et cette transparence-là, ça me paraît être le cœur pour s'adapter, comme vous dites. Juste, j'ai oublié, on a lancé, juste pour conclure sur les prix, le défi à famille positive qu'on appelle, de janvier à fin juin. Je reçois les 150 familles au domaine de Caldy, justement, début juillet. L'idée, c'est de démontrer, j'espère qu'on aura réussi, mais avec un accompagnement par les centres sociaux, parce qu'il faut accompagner les gens dans ce changement, c'est qu'à budget constant, à la fin, ils auront mangé beaucoup plus de produits locaux, voire bio, que ce qu'ils mangeaient auparavant, à budget constant. C'est pour sortir aussi cette idée que c'est plus cher, parce qu'ils prennent moins les portions seront moindres, c'est plus qualitatif, ils mangent tout, il y a moins de gaspillage alimentaire. Enfin, bon, voilà. Il y a tout un ensemble qui fait, et ça, si c'est positif, si on arrive à le démontrer, après, il faut communiquer dessus pour l'élargir, bien sûr. Ouais, ben moi, je voudrais rebondir sur peut-être sur ce que vient de dire Jean-Jacques. Je crois que ce qui est aussi important, c'est de réapprendre à cuisiner. Parce qu'on achète beaucoup de produits sûrement faits, avec peu de qualité nutritionnelle. Peut-être que ça aussi, c'est dans ces défis-là, ça fait partie. Bon, ça, c'était le petit aparté. Après, je voulais rebondir quand même sur les prix. Donc, nous, en AMAP, on négocie pas les prix. Par contre, je crois que c'est l'effet de ce contact direct fait que je ne crois pas que nos producteurs essaient de gonfler les prix, ils essaient de fixer un prix juste pour eux. Et effectivement, avec qualité égale, je suis complètement d'accord avec Pierre. C'est vraiment... le prix est vraiment acceptable, quoi. Parce qu'on entend beaucoup, en tout cas, on a peut-être beaucoup entendu qu'en AMAP, il n'y a que ceux qui ont les moyens qui peuvent se payer ces produits, etc. Je crois que c'est vraiment plus vrai. On a toujours des exceptions qui confirment la règle. Et après, je reviens à l'histoire de choix. Effectivement, il y a peut-être des choix à faire et réapprendre à utiliser ces produits, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne savent plus faire cuire un poireau, quoi. Donc c'est vraiment un aspect social sur ces aspects-là. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui sont en place au niveau des collectivités territoriales, des initiatives, et ça, c'est bien. Il faut vraiment encore continuer, sensibiliser les gens et sensibiliser sur l'impact que tous ces choix ont pour eux-mêmes et puis pour la société. Encore une fois, je crois que on peut passer ce message, même si on n'est pas là pour passer des messages, mais l'éducation, elle se fait à la maison. Je pense qu'on est bien d'accord tous, que ce soit pour manger ou pour autre chose, on est bien d'accord. Même si tous les intervenants, qu'on soit restaurateurs, cantines municipales, ou qu'on soit des producteurs ou autres, on fait passer ce message parce que nous, on est
convaincu que le circuit court et le développement des producteurs locaux est important. Je crois vraiment que l'éducation, elle se fait à la maison. J'aimerais qu'on réponde à cette deuxième question que j'ai posée. Comment, quand on veut être acteur, que ce soit restauration, que ce soit encore une fois les cantines ou autres, on peut trouver donc autour de nous ces producteurs. Je vais répondre à cette question-là, mais tout à l'heure, ce que vous venez de dire est, à mon avis, fondamental. C'est que quand on est restaurateur ou quoi que ce soit, on peut rester sur ses acquis en disant cette recette, elle marche bien, on va la continuer, et je vais chercher les producteurs qui font le canard, parce que, etc., et je vais chercher de baisser les prix. Mais peut-être que la question est mal posée. Peut-être que la question, c'est est-ce que je peux cuisiner autre chose que du canard aujourd'hui, parce que là, les prix ont explosé, ou parce qu'il y a eu une grippe, ou parce qu'il y a eu une pénurie, ou j'en sais rien. On voit qu'aujourd'hui, il va y avoir des stress sur la production de certains aliments. La question du restaurateur maintenant, c'est comment je peux continuer à produire avec des prix qui sont acceptables pour ma cible, tout en ayant des prix de production qui restent acceptables pour moi. Et peut-être que la réponse, c'est pas trouver les mêmes produits à moins cher, ou etc., mais changer de produit. Et là, il y a un sujet sur lequel leur métier devient plus compliqué, parce qu'ils vont devoir changer leur carte régulièrement et apprendre à cuisiner nouvellement des nouveaux produits. Et là, à mon avis, on est sur un sujet. Et donc, sur votre question sur comment trouver les producteurs, moi je pense, en tout cas de ce que je vois, rien n'est facile. C'est-à-dire qu'ils doivent y passer du temps. Donc, c'est ce que je disais, leur métier devient plus compliqué. Et peut-être que le métier des producteurs eux-mêmes devient plus compliqué. Je pense qu'on va vers quelque chose où il va falloir, faut être plus malin, c'est plus difficile, c'est plus challenging, c'est plus... Je pense qu'il y a plus de piquant aussi, mais c'est plus stressant. Il y a un vrai sujet là où il faut se creuser les méninges, parce que je ne pense pas qu'il y ait une solution... à part les mines, comme vous faites, qui sont centralisateurs, quoi. Ces acteurs qui fédèrent tout, qui permettent... c'est un annuaire quasiment déjà fait, on y va, on ouvre le mine et on voit tout. Mais des fois, trouver le petit producteur qui, lui, fait zéro com parce qu'il est nul en com, parce que ce n'est pas son métier, là, c'est le réseau, c'est le bouche à oreille, c'est rester des écoutilles ouvertes. Voilà, c'est ça qui est... Au moment du confinement, j'avais traité avec Carole Delga sur la plateforme. On se disait effectivement, il n'y a plus les marchés et tout. Pour autant, il peut y avoir comment mettre en relation les habitants et les producteurs. Elle avait créé une plateforme. Et nous, la métropole, au lieu de créer, on me demandait de créer une plateforme métropole. Je dis, on ne va pas créer chacun sa plateforme. Ça serait stupide. Donc, on avait abondé à la plateforme région, qui aujourd'hui, on n'en a plus trop parlé. Peut-être qu'il faut le relancer. Ça peut être une plateforme gérée par la région, qui peut être abondée par les départements et autres, plutôt que chaque département fasse ça. Il faut que le consommateur, il faut que ce soit simple. Il faut qu'il aille sur le site et qu'il voit la liste des producteurs. Et la région Occitanie, c'est son rôle. Donc, on pourrait chacun abonder à cette plateforme et ça permettrait à la personne de cliquer sur le lien et voir tous les producteurs, les AMAP. En fait, on pourrait y mettre tous les acteurs qui sont en lien avec le circuit court sur une seule plateforme. Parce que si chacun fait ça à la métropole, je fais la mienne, comme ça c'est métropole, ça ne sert à rien et ça apporte aucun... c'est pas du tout intelligent. Et pour rebondir sur la façon d'apprendre à cuisiner, à Victor Hugo, dans le cadre de la réhabilitation le mandat dernier, on a créé une cuisine pédagogique ouverte aux chefs, ouverte aux associations qui voudraient donner des cours de cuisine. Sur Candy, dans la maison de maître, fin 2023, il y aura aussi une cuisine pédagogique. Et sur le quartier, dont je suis maire de quartier, à proximité de Colomiers, Saint-Martin-du-Tout-Chancelly, on fait une maison de quartier qui va ouvrir en 2025, où j'ai fait faire un espace social avec une cuisine, pour que les habitants puissent venir cuisiner, soit la journée, soit le soir, apprendre à cuisiner, apprendre avec des chefs, avec des producteurs qui viendraient amener leurs produits, un cuisinier qui travaillerait le produit, parce que, comme vous l'avez dit à juste titre, il faut réapprendre à cuisiner aux gens. Enfin, voilà, ils achètent parce que c'est simple, mais sinon, il faut cuisiner simplement. On n'a pas besoin d'être étoilé pour cuisiner une carotte, une salade, enfin, je ne sais pas, du riz. Moi, je ne cuisine pas, malheureusement. Voilà, je sais faire que le riz au lait, donc c'est un peu compliqué. C'est déjà ça. Julie ? Si ça ne vous embête pas de rester sur ce sujet qui est quand même fondamental, c'est vrai que nous, on a le même constat que vous, Anne. C'est-à-dire qu'on a des clients, on s'est rendu compte que tous nos clients, ce qui les réunissait, c'est qu'ils cuisinaient le produit brut plutôt que d'aller acheter un produit transformé. Et donc, on s'est dit, pour aller toucher une clientèle qui ne sait pas faire ça et qui a peur et qui est intimidée, on vient juste de sortir, et ça a été 9 mois de travail intensif, mais on vient de sortir un système qui fait que sur notre boutique en ligne, on peut faire les courses en partant d'une recette et non pas en se baladant de catégorie en catégorie. Donc moi, chaque semaine, j'anime une vingtaine de recettes de la mère de famille que je suis.
Des fois, j'ai des collaborations avec des chefs, mais bon, voilà. L'objectif est juste de cuisiner au quotidien. Et j'espère vraiment, par ce biais-là, voilà, parce que moi, je pense qu'on peut vraiment réapprendre à manger de saison. L'être humain est locavore, hein, historiquement. Dans nos gènes, on est locavore. Et donc, j'ai toujours dit, il suffit de réveiller le locavore en nous. Et pour le réveiller, pourquoi pas, effectivement, faire ses courses en partant d'une recette, en se disant, bah, tiens, oui, moi, j'aurais pas pensé à associer ces produits-là. Mais en fait, cette recette, elle me plaît. Et hop, ça devient en un clic une liste de courses. Et en plus, derrière, il y a la garantie des produits Mon Panier de Campagne, locaux. Et oui, moi, je pense clairement qu'on peut dire aux gens de réapprendre à manger de saison et qu'ils vont prendre un plaisir énorme. Puis c'est d'actualité avec législative, mais peut-être qu'on pourrait apprendre à cuisiner à l'école. Enfin, ceci est un autre débat. Mais... mais c'est parti. Il y a des réflexions. Du côté d'Orléans, là, avec Guillaume Gomez, avec Interfell, Eurotoc, justement, que j'ai signé en tant que président du marché de gros. J'ai fait signer le président de la métropole et je pense que d'autres collectivités ont dû signer. C'est le manifeste pour que l'éducation nationale mette on met 30 minutes de sport de plus, pourquoi pas. Mais on aurait pu mettre 30 minutes ou 1 heure, on peut mettre de cours de cuisine, alimentation, agriculture, enfin, tout ce qui tourne autour de l'alimentation, comment préparer, à partant de la maternelle jusqu'à la terminale, avec bien sûr des cours appropriés. Nous, ce que j'ai proposé, ce qu'on va faire avec ma collègue en charge de l'éducation, c'est un parcours éducatif, c'est-à-dire qu'aux écoles, on va leur proposer, pour ceux qui seraient intéressés à partir de 2023, c'est de faire un parcours en partant du mine, aller sur un marché, montrer aux gamins et finir à Candy, quand ça sera livré, comment on prépare, mais sur une petite recette simple, quoi. Et comment on éduque et quels sont les produits avec 2 ou 3 producteurs qui seraient là à l'arrivée pour montrer des produits multiples et variés aux gamins. Voilà, ça serait sur un jour ou 2, comme il y a les classes vertes, les classes de montagne, enfin. Voilà, donc ça, on va le mettre en place. Sur ce point, c'est pas une réponse, mais c'est une remarque. Pendant le confinement, on a vu énormément d'émissions de cuisine, de pâtisserie, etc. Et quel est ce qui nous a tous réunis pendant le confinement? C'est que pour beaucoup, on avait du temps. Donc je pense que le rapport au temps est fondamental dans toutes les questions dont on parle là. Et je sais pas, c'est pas une réponse, mais je sais pas si apprendre à cuisiner, c'est pas un investissement de temps. On n'apprend pas à faire de la musique en 2 minutes. Ça, les musiciens le savent bien. Il faut travailler, il faut y consacrer du temps. Et donc je sais pas, je questionne le rapport au temps que chacun a pour apprendre à cuisiner, parce que c'est compliqué. C'est pas compliqué de bien cuisiner, mais il faut s'y investir mentalement. Il faut y consacrer du temps. Et peut-être que si je faudrait faire une étude presque sociologique, mais si on sort des villes, dans les villes où les gens prennent plus le temps, parce que les métropoles accélèrent un petit peu le rapport au temps, peut-être qu'on verra la proportion de gens qui savent cuisiner qui augmente et qui est seulement due en fait au temps libre dont on dispose chaque jour. En fait, c'est une hypothèse, mais le temps permettrait aussi, et on va terminer là-dessus parce qu'on a dépassé un peu notre temps, mais le temps du coup permettrait aussi aux familles de pouvoir aussi rejoindre notamment ces fameux marchés de plein vent pour aller faire découvrir de saison en saison aussi l'ensemble des producteurs qui sont aussi présents dans toutes les villes. Là, on sort de Toulouse Métropole. Une idée, j'avais donné pour Lune Bleue, pour ceux qui connaissent, Mélanie Tis-Desversailles, qui est conseillère régionale maintenant. Elle avait une idée et je lui avais mis une autorisation, je lui avais donné sur le marché des Ravelins pour apprendre aux gens à faire des bocaux. Là aussi, ça se réapprend. Nos grands-mères le faisaient, mais bon, ça s'est perdu et on y revient maintenant. Donc ça aussi, sur les marchés, il peut y avoir des acteurs comme ça qui réapprennent aux gens, en fait de marché ou autre, à faire des bocaux, à faire je ne sais quoi. La conservation, je trouve, de manière générale, c'est vraiment, on doit réapprendre à conserver nos aliments. Les bouteilles de candy, on les change, mais de façon à ce qu'elles soient adaptées pour que Consigne Up, avec qui on va travailler, qu'on puisse les consigner. Parce que c'est un maire spécifique. En fait. Je ne suis pas très technicien là-dedans, mais l'idée, c'est que ça corresponde à Consigne Up. Voilà. Donc, mais ça se fait pas tout de suite, le jour au lendemain. Là, on va le faire pour l'an prochain. Sur cette thématique-là, il y a d'autres thématiques. Il faut enclencher les idées, quoi. Messieurs, dames, je vais vous remercier. Les pépites du mine. Je vais vous remercier d'avoir apporté votre connaissance, votre quotidien aussi, puisque ça l'est. On l'a bien compris, on l'a bien senti dans votre passion du circuit court, dans votre passion du producteur. Alors on a parlé fruits et légumes, mais on est bien d'accord. On est d'accord sur le point que ça touche tous les produits locaux. Et je le rappelle également, puisque ça a été un des tout premiers thèmes de ces tables rondes de la journée, où on a
mis en avant l'échange, la relation qu'on peut avoir aussi avec le commerçant, avec le consommateur. Et on se rend compte que plus on rapproche en fait ces deux personnes, et plus on fera de la qualité, et plus on fera de l'humain également. Et ça, c'est important, et ça se perd de nos jours. Et l'humain, c'est très important. Moi, j'ai toujours été un fervent défenseur, quand j'avais le commerce, le mandat précédent, de la défense du commerce de proximité. Et là, je me bats. Je suis contre les dark kitchens, par exemple, en ville, ou contre les dark stores qui arrivent. C'est-à-dire que c'est tout sur Internet. Et derrière, vous avez des grands groupes qui prennent des emplacements que vous ne voyez pas venir. Et ça va tuer le commerce de proximité, ça va tuer l'artisan qui est au coin de... Et ça, il faut faire très attention. C'est peut-être sympathique sur le plan digital et vous commandez, mais attention, voilà. Moi, je suis pour l'humain. Oui, gardons le lien avec nos producteurs. Merci à vous tous. Merci au public d'avoir répondu présent, et au public sur la chaîne YouTube. Voilà, ainsi se terminent les tables rondes de la CPME 31 sur ce Festival Made in 31. Dans quelques instants, il y aura les joutes et débats à 18h, donc ici même dans cette magnifique salle.